Vous aussi, vous en avez marre de transformer votre appartement en chantier agricole chaque printemps? De la terre sur les rebords de fenêtres, de la poussière partout et ces éternels sacs de terreau qui traînent? Et si je vous disais qu'on peut en finir une bonne fois pour toutes? Bonjour à tous, amis jardiniers. Aujourd'hui, on va parler d'une méthode à la fois révolutionnaire et incroyablement simple pour obtenir des semis robustes et en pleine santé, sans utiliser un seul gramme de terre. Oui, vous avez bien entendu. Fini la saleté, fini les sacs encombrants et fini les maladies du sol. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vous garantis que votre vision du jardinage va changer radicalement. Non seulement vous garderez un intérieur impeccable, mais vous obtiendrez des plants bien plus vigoureux que s'ils avaient poussé de manière traditionnelle. D'ailleurs, dites-moi tout de suite en commentaire, quelle est l'astuce de culture la plus insolite que vous ayez jamais testée? J'ai vraiment hâte de lire vos anecdotes. Alors, avant de passer à la pratique, pourquoi vouloir se passer de notre bonne vieille terre? Après tout, nos grands-parents faisaient comme ça depuis toujours et ça marchait très bien. Le problème, c'est que le terreau du commerce aujourd'hui, c'est un peu la loterie. Dans ces jolis sacs, on peut tomber sur n'importe quoi. Une tourbe trop acide qui brûle les jeunes pousses, des spores de champignons responsables de la fonte des semis, ou même des larves de nuisibles qui finiront par envahir votre serre. Sans compter que c'est tout sauf pratique. Porter des sacs lourds, les stocker sur le balcon, nettoyer la terre renversée partout dans l'appartement, c'est loin d'être un plaisir. La culture sans sol règle tous ces problèmes d'un coup. On remplace cette terre imprévisible par un substrat propre, stérile et maîtrisé. Un substrat, c'est tout simplement un milieu de culture autre que la terre dans lequel les racines peuvent s'épanouir. Et ce n'est pas une invention de geek. C'est une technologie utilisée depuis des décennies dans les serres professionnelles du monde entier pour garantir des récoltes parfaites. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment l'adapter chez vous très simplement. Alors, commençons par mon coup de cœur absolu, celui qui a révolutionné ma façon de faire des semis, le substrat de coco. Imaginez un peu. Vous ne rapportez plus chez vous un énorme sac de terreau lourd et encombrant, mais une petite brique, légère comme tout. Mais c'est quoi au juste? Ce sont des fibres de noix de coco broyées et compressées. C'est une ressource naturelle, renouvelable et parfaite pour nos plantations. Pourquoi est-ce que je l'adore? D'abord, parce qu'il est totalement stérile. Adieu les mauvaises herbes, les larves ou pire encore, les maladies fongiques. Ensuite, sa structure est idéale. C'est léger, aéré, et ça laisse les racines respirer librement. Elle ne s'étouffe pas comme dans une terre trop compacte. Et le plus impressionnant, c'est sa gestion de l'eau. Ce substrat peut absorber jusqu'à 9 fois son poids en eau pour la restituer ensuite tout doucement. Ça veut dire qu'on peut dire adieu à l'arrosage quotidien et au risque de dessécher ou de noyer ses semis. C'est un vrai gain de temps et une assurance santé pour vos plantes. Acheter un bloc de fibres de coco, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut savoir le préparer correctement, et il y a un détail crucial à ne pas négliger. Comme les cocotiers poussent souvent en bord de mer, leurs fibres peuvent contenir des sels marins, ce qui est très mauvais pour les jeunes racines. La première chose à faire est donc de bien rincer le substrat. Versez de l'eau chaude sur le bloc pour le faire gonfler, puis rincez-le abondamment à l'eau claire en l'essorant comme une éponge. Personnellement, je fais ça directement dans ma baignoire en utilisant une vieille thé d'oreiller ou de la gaze. Une fois rincé, le substrat peut être utilisé tel quel, mais j'aime bien l'améliorer un peu. Pour le rendre encore plus léger et aéré, j'y ajoute environ 20 à 30% de perlite ou de vermiculite. Nous en reparlerons d'ailleurs un peu plus tard. Ce mélange crée un environnement tout simplement idéal. Les racines se développent à toute vitesse, deviennent denses et puissantes. Vos semis seront robustes, vigoureux et en parfaite santé. Croyez-moi, une fois que vous aurez essayé cette méthode,
vous ne voudrez plus jamais revenir au terreau classique. Passons maintenant à la solution idéale pour ceux qui recherchent un maximum de confort, les pastilles de tourbe. Vous les avez sûrement déjà remarquées en jardinerie, ces petites galettes compressées. C'est une invention tout simplement géniale. En fait, chaque pastille est un véritable mini-godet prêt à l'emploi. Elle se compose de tourbes compressées, entourées d'un fin filet qui maintient sa forme. Le gros avantage ? Fini la corvée de terreau et la manipulation des pots. Il vous suffit de placer les pastilles dans un bac, de verser un peu d'eau tiède, et sous vos yeux, elles gonflent en quelques minutes pour devenir de petits cylindres prêts à accueillir vos graines. Autre atout majeur, vous n'avez plus besoin de repiquage. Une fois que vos plants ont grandi, vous les installez en pleine terre ou en pot, directement avec la pastille. Le filet finit par se décomposer naturellement et les racines ne subissent absolument aucun traumatisme lors de la transplantation. Cela réduit considérablement le stress de la plante et garantit une bien meilleure reprise. C'est l'option parfaite pour les cultures plus fragiles qui détestent être manipulées, comme les concombres, les courgettes ou certaines fleurs délicates. On pourrait croire que les pastilles de tourbe sont la solution idéale, mais elles cachent des petits secrets et des inconvénients qu'il faut absolument connaître. Leur plus gros défaut, c'est qu'elles sèchent très vite, surtout dans l'atmosphère sèche d'un appartement. La tourbe évapore l'eau bien plus rapidement que la terre classique. Il faut donc surveiller l'humidité de très près. Un seul oubli d'arrosage, et vos semis risquent de mourir. Pour éviter cela, laissez toujours un léger fond d'eau dans le bac où reposent vos pastilles. Un autre point important, l'acidité. La tourbe est un thé naturellement acide et toutes les plantes n'apprécient pas cela. Même si les fabricants affirment que le pH est équilibré, ce n'est pas toujours vrai en réalité. Si vous voyez que vos plants ont du mal à se développer, le problème vient peut-être de là. Dans ce cas, n'hésitez pas à ajouter une pincée de cendre de bois ou de dolomie à votre eau d'arrosage pour réduire l'acidité du substrat. Enfin, gardez à l'esprit que la tourbe, tout comme la fibre de coco, ne contient aucun nutriment. Il faudra donc commencer à nourrir vos jeunes pousses assez tôt, dès l'apparition des premières vraies feuilles. Plongeons maintenant dans l'univers de l'horticulture professionnelle pour découvrir un matériau incontournable, la laine de roche. Oui, celle-là même qu'on utilise pour isoler les maisons. Enfin, presque. Pour les plantes, on utilise une version spécifique, dite agronomique. Visuellement, elle ressemble à une éponge très dense et se présente sous forme de cubes, de pins ou de petits bouchons. C'est le substrat de référence utilisé dans les grandes serres industrielles du monde entier pour la culture hydroponique de légumes et de fleurs. Mais pourquoi les professionnels l'apprécient-ils autant ? Tout est une question de propriété. Elle est totalement inerte, ce qui signifie qu'elle ne provoque aucune réaction chimique et n'altère absolument pas la composition de votre solution nutritive. Elle est également stérile, offre une excellente circulation de l'air et retient parfaitement l'humidité. Cela permet aux agronomes de créer un environnement idéal, stable et entièrement maîtrisé. Cependant, pour une utilisation domestique, elle présente quelques inconvénients. D'abord, sa manipulation. Lorsqu'elle est sèche, il est indispensable de porter des gants et un masque, car sa poussière peut être très irritante. De plus, comme elle est totalement dépourvue de nutriments, elle nécessite l'utilisation constante de solutions fertilisantes parfaitement équilibrées, car elle ne pardonne aucune erreur de dosage. Si vous décidez de vous lancer avec la laine de roche, sachez qu'elle demande une préparation spécifique, tout comme le substrat de coco. Neuve et sèche, la laine de roche présente un pH alcalin, généralement compris entre 7 et 8. C'est un peu trop élevé pour la plupart des végétaux qui préfèrent un environnement légèrement acide. Voilà pourquoi, avant de les utiliser,
il est impératif de faire tremper vos cubes ou vos bouchons pendant 24 heures dans une eau dont le pH a été ajusté entre 5,5 et 6. Pour acidifier votre eau, l'idéal est d'utiliser un correcteur de pH acheté en magasin spécialisé. À défaut, quelques gouttes d'électrolyte de batterie feront l'affaire. Mais attention, ce produit est à manipuler avec une extrême prudence. Après le trempage, essorez délicatement les cubes à la main, mais veillez à ne surtout pas les tordre pour ne pas abîmer leur structure. Il ne vous reste plus qu'à semer vos graines dans les trous prévus à cet effet. Pour la suite, l'arrosage devra se faire uniquement avec une solution nutritive. Bien que cette méthode soit plus exigeante et demande un peu d'expérience, elle permet d'obtenir des résultats spectaculaires. C'est le meilleur moyen de passer au niveau supérieur et de cultiver comme un véritable professionnel. Parlons maintenant de deux matériaux que vous avez sûrement déjà croisés en jardinerie, mais dont on ignore souvent l'utilité exacte, la perlite et la vermiculite. À première vue, ils se ressemblent, mais ce sont deux minéraux aux propriétés bien distinctes. La perlite se présente sous forme de petits granulés blancs et très légers qui font penser à du polystyrène. Elle est issue d'une roche volcanique chauffée à haute température. Sa mission principale est d'alléger le substrat pour le rendre plus aéré. La perlite n'absorbe pas l'eau à proprement parler, mais elle la retient sur sa surface poreuse, créant ainsi un environnement humide et parfaitement oxygéné autour des racines. De son côté, la vermiculite est un minéral feuilleté qui, après traitement thermique, se transforme en petites écailles dorées ou argentées. Son véritable point fort, c'est sa capacité à absorber une quantité incroyable d'eau et d'éléments nutritifs pour les restituer lentement à la plante. Elle fonctionne comme une véritable éponge réservoir. On les utilise rarement seuls pour les semis, car cela demande une surveillance constante et assez technique. En revanche, comme additifs, ils sont tout simplement indispensables. Ils permettent d'améliorer la structure de n'importe quel terreau, même le plus basique, pour lui redonner du souffle et du tonus. Alors, comment utiliser la perlite et la vermiculite pour créer un substrat hors sol idéal? C'est très simple. Commencez par choisir une base, comme de la fibre de coco préparée ou de la tourbe blonde neutralisée. Cela doit représenter environ 60 à 70% de votre mélange total. À cette base, ajoutez environ 20% de perlite pour garantir une bonne circulation de l'air, ainsi que 10 à 15% de vermiculite pour retenir l'humidité et les nutriments. Mélangez le tout soigneusement. Vous obtiendrez alors un support de culture léger, meuble, bien drainé et parfaitement aéré. Dans un tel substrat, les racines s'épanouissent pleinement. Elles ne craignent ni le dessèchement, ni l'excès d'eau, et bénéficient de tout l'oxygène nécessaire à une croissance vigoureuse. Ce mélange est idéal pour la plupart des légumes, comme les tomates, les poivrons ou les aubergines. N'hésitez pas à ajuster les proportions pour trouver la recette parfaite selon les besoins spécifiques de vos plantes. C'est un véritable jeu de construction pour tout jardinier, vous permettant de créer les conditions optimales pour la réussite de vos semis. Et si je vous disais qu'il est possible d'obtenir des plants vigoureux en utilisant simplement de la sciure de bois? Ça peut paraître surprenant, mais c'est une vieille méthode, testée et approuvée par nos grands-pères. Son principal atout? C'est ultra économique. On en trouve facilement en Syrie, et souvent on vous la donne gratuitement. Par contre, attention, toutes les sciures ne se valent pas. L'idéal, c'est d'utiliser du bois de feuillu, et surtout pas de la sciure fraîche. Il en faut une qui a déjà reposé au moins 1 an et qui a commencé à se décomposer. La sciure fraîche, surtout celle de résineux, contient des résines qui peuvent bloquer la croissance des plantes. Il faut aussi avoir en tête 2 inconvénients majeurs. D'abord, en se décomposant, la sciure acidifie fortement le sol. Ensuite, les bactéries qui transforment le bois consomment énormément d'azote. Résultat, elles
vole l'azote de vos semis qui risquent de devenir chétifs et tout pâles. Mais rassurez-vous, ces petits soucis se règlent très facilement avec une bonne préparation. Alors, comment préparer la sciure de bois pour en faire un substrat idéal? Le procédé est simple, mais indispensable. D'abord, il faut la stériliser et éliminer l'excès de résine. Pour cela, mettez la sciure dans un seau et ébouillantez-la 2 ou 3 fois avec de l'eau bouillante. À chaque passage, laissez l'eau refroidir avant de la vider. Vous remarquerez que l'eau devient brune. Ce sont les tanins qui s'évacuent. Ensuite, il faut régler le problème de l'azote. Pour un seau de sciure ainsi traité, ajoutez une cuillère à soupe d'urée, préalablement diluée dans de l'eau et mélangez bien. Cet apport d'azote nourrira les bactéries, évitant ainsi qu'elles ne puisent dans les réserves de vos futures plantes. Dernière étape, la neutralisation de l'acidité. Dans ce même seau, ajoutez un grand verre de cendre de bois ou de craie broyée, puis mélangez à nouveau. Grâce à ce traitement, votre sciure se transforme en un substrat souple, stérile et parfaitement équilibré. C'est un support idéal pour faire grandir vos semis jusqu'au repiquage. C'est d'ailleurs une méthode qui réussit particulièrement bien pour la culture des oignons et l'enracinement des boutures. Passons maintenant à la méthode la plus propre et, disons-le franchement, la plus paresseuse de toutes, la germination sur papier toilette ou essuie-tout. Précisons tout de suite que c'est une technique temporaire, idéale pour les semis avant l'étape du repiquage. Le papier ne peut évidemment pas nourrir ni soutenir la plante sur le long terme, mais pour un démarrage, c'est une idée de génie. Fini les bacs de terre où l'on guette désespérément le moindre signe de vie sans savoir si ça a pris. Ici, tout se passe sous vos yeux. C'est la solution parfaite pour tester de vieilles graines ou vérifier leur qualité. Vous voyez immédiatement quel pourcentage a germé. C'est aussi idéal pour les graines minuscules, comme celles des pétunias ou des lobélias, qui ont tendance à se perdre dans le terreau. La variante la plus populaire de cette méthode est ce qu'on appelle l'escargot. Elle permet de caser une quantité impressionnante de semis sur un rebord de fenêtre, même minuscule. Faire ses propres semis sans terre est d'une simplicité enfantine. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'une bande de plastique un peu épais, comme un morceau de sac poubelle ou de bâche de jardin. Prévoyez une largeur d'environ 10 à 12 cm. La longueur, elle, importe peu. Sur cette bande, déposez 2 ou 3 couches de papier toilette ordinaire. Humidifiez bien le tout avec un vaporisateur. Vous pouvez utiliser de l'eau pure ou y ajouter un peu de stimulant de croissance. Passons maintenant à l'étape la plus intéressante. Disposez vos graines à environ 1 cm du bord supérieur. Laissez un espace de 2 à 3 cm entre chaque graine selon leur taille, comme c'est le cas pour les tomates ou les poivrons. Une fois les graines en place, enroulez délicatement le tout pour former un rouleau souple sans trop serrer. Fixez-le avec un élastique et placez-le debout dans un petit verre ou le fond d'une bouteille en plastique. Versez un fond d'eau et voilà. Il n'y a plus qu'à attendre. Dans ces conditions idéales, les premières pousses ne tarderont pas à pointer le bout de leur nez. Poursuivons notre tour d'horizon avec un matériau fascinant, l'hydrogel. À l'état sec, il se présente sous forme de fine poudre ou de petits cristaux. Mais dès qu'il entre en contact avec l'eau, il se transforme en bille gélatineuse et élastique, pouvant multiplier son volume par plus de 100. Son rôle principal est de capter et de stocker l'humidité pour la restituer progressivement aux racines. C'est, en quelque sorte, un réservoir d'eau personnel pour chaque plant. Il est tout à fait possible de faire germer des graines dans de l'hydrogel pur et même d'y cultiver certaines plantes qui raffolent de l'humidité. Le rendu visuel est d'ailleurs superbe, surtout si l'on utilise des billes colorées dans des vases transparents. Cependant, pour les semis de légumes, l'hydrogel pur n'est pas l'option idéale. Il n'offre pas assez de stabilité aux racines, ce qui peut faire basculer les jeunes plants. De plus,
Comme la majorité des substrats de ce type, il ne contient aucun élément nutritif. C'est pourquoi son utilisation principale pour les semis reste celle d'un additif. On le mélange à d'autres supports pour booster leur capacité de rétention d'eau. Il suffit d'incorporer seulement quelques grammes de cristaux secs à de la fibre de coco ou de la tourbe pour espacer considérablement la fréquence des arrosages. L'utilisation de l'hydrogel demande de respecter quelques règles simples mais essentielles. Tout d'abord, si vous cultivez des plantes comestibles, optez exclusivement pour de l'hydrogel agricole. Évitez les billes colorées décoratives, car leurs pigments peuvent contenir des substances nocives. Ensuite, ne mélangez jamais une trop grande quantité d'hydrogel sec directement à votre terreau. En gonflant lors de l'arrosage, il risque littéralement d'expulser vos jeunes plants hors du pot. La bonne méthode consiste à le faire tremper au préalable, en suivant les instructions, pour le laisser gonfler au maximum avant de l'incorporer à votre substrat. Troisième point important, gardez à l'esprit que les sols contenant de l'hydrogel sèchent beaucoup plus lentement. Il faut donc espacer les arrosages pour éviter tout risque de pourriture des racines. L'hydrogel est l'allié idéal des jardiniers qui ne peuvent s'occuper de leur potager que le week-end. En l'intégrant à la terre lors de la plantation, il servira de réserve d'eau salvatrice pendant les périodes de sécheresse, permettant à vos cultures de s'épanouir même en votre absence. C'est une technique simple, mais redoutablement efficace pour maintenir une humidité constante dans le sol. Tous les systèmes dont nous avons parlé jusqu'ici relèvent de l'hydroponie passive, mais voyons maintenant les bases de la véritable culture hydroponique active, qui reste tout de même très accessible, même pour un débutant. L'hydroponie, c'est tout simplement l'art de faire pousser des plantes sans terre. Pour se nourrir, la plante puise tout ce dont elle a besoin dans une solution d'eau enrichie en nutriments. Le système le plus facile à fabriquer soi-même, en moins de 5 minutes, c'est le système à mèche. Pour le réaliser, il vous suffit d'un réservoir pour votre solution nutritive, comme un simple bac en plastique, et d'un pot pour votre plante. Percez un petit trou au fond du pot pour y glisser une mèche. L'une des extrémités doit rester dans le substrat, au niveau des racines, tandis que l'autre plonge directement dans le réservoir. Pour la mèche, vous pouvez utiliser un lacet en tissu synthétique, une bande de feutre acrylique ou même un simple morceau de tissu entortillé. Grâce au principe de capillarité, la solution va remonter le long de la mèche jusqu'aux racines. C'est la plante qui gère tout. Elle boit exactement la quantité dont elle a besoin. De votre côté, vous n'avez qu'à refaire le plein du réservoir de temps en temps. C'est un système d'arrosage automatique d'une simplicité et d'une efficacité redoutables. La clé de toute culture hors sol, c'est la nutrition. Contrairement à la terre qui dispose naturellement de réserves, les substrats comme la fibre de coco, la tourbe ou la laine de roche sont totalement neutres. Ils ne servent que de support aux racines. Toute la responsabilité de la nutrition repose donc sur vous. Dès que les premières vraies feuilles apparaissent, il est temps de commencer les apports. L'idéal est d'utiliser des engrais hydrosolubles complets, où l'azote, le phosphore, le potassium et les oligo-éléments sont parfaitement équilibrés. Surtout, lisez attentivement les instructions. Pour de jeunes semis, il est préférable de diviser par 2 ou 3 la dose recommandée par le fabricant afin de ne pas brûler les racines encore fragiles. Prévoyez cet apport tous les 7 à 10 jours, en même temps que l'arrosage habituel. Gardez à l'esprit que sans une alimentation régulière et adaptée, vos plants ne pourront tout simplement pas se développer dans un milieu stérile. C'est désormais vous qui décidez du menu et du rythme de vos plantes. Brisons tout de suite une idée reçue qui a la vie dure chez de nombreux jardiniers, l'idée que les plantes ont absolument besoin de terre. C'est une erreur fondamentale. En réalité, une plante n'a pas besoin de terre en tant que telle, mais plutôt de ce que la terre lui apporte. Et qu'est-ce que c'est exactement? Seulement 4 choses.
Premièrement, un support pour ancrer les racines et rester debout. Deuxièmement, de l'eau. Troisièmement, de l'oxygène pour que les racines puissent respirer. Et enfin, des nutriments minéraux dissous dans l'eau. Nos différents substrats remplissent parfaitement toutes ces fonctions. La fibre de coco ou la tourbe, par exemple, assurent la stabilité, retiennent l'humidité et laissent circuler l'air. Quant aux nutriments, c'est nous qui les apportons lors de l'arrosage sous forme de solutions nutritives. Au final, on remplace simplement la terre par un milieu plus propre, plus prévisible et plus efficace. Pour la plante, peu importe d'où vient sa nourriture, que ce soit du sol ou d'un mélange préparé par vos soins. L'essentiel, c'est que cet apport soit équilibré. Alors, oubliez les vieux clichés. Sans terre, vos plantes peuvent s'épanouir tout aussi bien et même souvent mieux. L'un des plus grands atouts de la culture hors sol, c'est la stérilité presque parfaite du milieu de culture, ce qui permet d'éliminer d'emblée les maladies liées au sol. La célèbre fonte des semis, qui fait tant de ravages en pleine terre, est quasiment inexistante lorsqu'on utilise de la fibre de coco ou des pastilles de tourbe. Mais attention, est-ce une raison pour baisser la garde et oublier toute prévention? Absolument pas. Car bien souvent, la source d'infection, c'est nous qui la portons. Tout d'abord, il y a les semences. Certaines maladies se transmettent par les graines elles-mêmes. Il est donc fortement conseillé de les désinfecter avant le semis, par exemple en les trempant dans une solution d'eau oxygénée ou de chlorhexidine. Ensuite, méfiez-vous des outils et des contenants sales. Prenez l'habitude de toujours laver et désinfecter vos pots, vos plateaux et vos pinces avant chaque utilisation. Enfin, n'oubliez pas le risque de surarrosage. Même dans un substrat stérile, un excès d'humidité combiné à un manque d'oxygène peut faire pourrir les racines. Veillez donc à bien contrôler vos apports en eau et à assurer un bon drainage. En résumé, un environnement sain vous donne une longueur d'avance, mais les règles de base de l'agronomie restent indispensables. Pour illustrer mes propos, je réalise chaque année une petite expérience. Je sème les mêmes variétés de tomates au même moment dans 2 bacs différents. Le premier contient un terreau de qualité acheté en magasin, et le second, mon mélange favori, de la fibre de coco et de la vermiculite. À chaque fois, les résultats sont sans appel. Dans le substrat coco, les pousses sortent 1 ou 2 jours plus tôt de façon plus homogène et régulière. Les plants se développent plus vite avec une tige plus robuste et un feuillage d'un vert intense. Mais le plus impressionnant se passe au moment du repiquage. Quand je retire un plant du terreau classique, une partie des racines se casse inévitablement à cause du poids des mottes de terre. À l'inverse, quand je sors une plante du substrat de coco, je découvre un système racinaire puissant et parfaitement développé. C'est une véritable boule de racines blanches et délicates qui reste totalement intacte. Il est évident qu'une telle plante subit beaucoup moins de stress lors de la transplantation et reprend sa croissance bien plus rapidement. C'est cet exemple concret qui me prouve, saison après saison, que j'ai fait le bon choix. Nous y sommes. L'étape finale et la plus cruciale, celle de la mise en terre. C'est le moment de transférer vos jeunes pousses vers leur emplacement définitif, que ce soit en serre ou en plein air. Alors, comment réussir cette transition sans gâcher tous vos efforts? La règle d'or est simple. Minimisez au maximum le stress pour les racines. Si vous avez utilisé des mottes de tourbe ou des godets individuels, l'opération est un jeu d'enfant. Il suffit de procéder par motte, c'est-à-dire de planter le tout sans défaire le terreau. Surtout, ne cherchez pas à dégager les racines en secouant la terre. Ce substrat, déjà colonisé par la plante, fait désormais partie intégrante de son système. Il servira de bouclier pour l'aider à s'adapter en douceur à son nouvel environnement, plus rude que celui du semis. Préparez un trou de plantation légèrement plus large que la motte. Arrosez-le généreusement, installez votre plant, puis comblez le vide avec la terre de votre jardin.
Durant les premiers jours, pensez à protéger vos plants du soleil direct et surveillez attentivement l'humidité. Vos jeunes pousses, cultivées jusqu'ici dans des conditions idéales, possèdent un potentiel énorme. Avec une plantation réussie, elles reprendront leur croissance en un clin d'œil et vous récompenseront par une récolte exceptionnelle. Comme nous venons de le voir, la terre n'est absolument pas indispensable pour obtenir des semis vigoureux et en pleine santé. Fibres de coco, pastilles de tourbe, laine de roche ou même de simples copeaux de bois, tous ces supports peuvent offrir un environnement sain et surtout propre à vos futures tomates, vos poivrons ou vos fleurs. Ce qu'il faut retenir, c'est que la culture hors sol nous offre un avantage que la terre classique ne peut pas garantir, un contrôle total. Vous maîtrisez l'humidité, l'apport en nutriments et, ce qui est primordial, vous éliminez les risques de maladie. En plus d'éviter de salir votre intérieur, vous avez l'opportunité de cultiver des plants quasiment stériles et robustes, dotés d'un système racinaire impressionnant. C'est une toute nouvelle approche du jardinage, accessible à chacun d'entre vous, directement depuis votre rebord de fenêtre. Un immense merci d'avoir suivi cette vidéo détaillée jusqu'au bout. J'espère sincèrement que vous y avez appris des choses utiles. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines expériences au jardin. Et maintenant, j'ai une question pour vous. Laquelle de ces méthodes sans terre aimeriez-vous tester en premier? Ou peut-être avez-vous déjà tenté l'expérience? Partagez vos histoires et vos résultats dans les commentaires, j'ai hâte d'en discuter avec vous.